Bonjour à tous. Donc, à écouter la présentation précédente, nous allons constater qu'il y a beaucoup de similitudes entre le transport d'électrons ou d'énergie et le transport de voyageurs et de marchandises. Donc, je précise que notre groupe s'est intéressé aux biens, disons à la mobilité des personnes et des biens, c'est-à-dire aux voyageurs et aux marchandises. Comment voulez-vous faire fonctionner des réseaux intelligents quand nous sommes confrontés à ce type d'incident? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous... Oui. On vous décomptera la minute perdue, hein, rassurez-vous. Donc, première slide, s'il vous plaît. Parfait. Deuxième. Ah oui, c'est nous. C'est où? Là. Très bien. Alors, tout d'abord, un état des lieux et ensuite les objectifs. Donc, en région Nord-Pas-de-Calais, 82% des kilomètres voyageurs sont effectués en voiture. Le temps perdu en congestion est de l'ordre de 76 heures par personne et par an, ce qui représenterait 1,5% du PIB. Peu d'intermodalité, des systèmes de mobilité indépendants, c'est-à-dire on prend la voiture, on prend le TER, mais peu d'intermodalité, donc pas beaucoup de mélange de modes. Un esprit régional d'innovation, à nous maintenant de passer à une démarche d'innovation. Des objectifs, devenir un territoire d'excellence en matière de transport durable à l'horizon 2030. Avec des objectifs très clairs en termes de réduction d'énergie consommée dans les transports, moins 10% pour 2020, moins 25% pour 2030 et moins 50% pour 2050. Alors bien sûr, nous considérons que des grands projets d'infrastructure qui sont essentiellement des décisions politiques vont être lancés. On va commencer par exemple par le déploiement de 2500 bornes de recharge pour véhicules électriques sur les routes du Nord-Pas-de-Calais, le lien rapide ferroviaire entre l'île et le bassin minier, qui devrait être lancé, et enfin, bien sûr, le canal Seine-Nord-Europe. Donc ce sont des grandes infrastructures qui seront des décisions politiques et qui auront un impact fort sur la mobilité des personnes et des biens. En ce qui nous concerne, nous nous sommes surtout concentrés sur le changement de comportement individuel et sociétal. Nous pensons que nous avons un impact plus immédiat sur cette évolution. Merci Paul. Le groupe de travail qui nous a réunis hier a été très vivant, très intéressant. On remercie d'ailleurs tous les participants de cet effort. On vit une période, dans beaucoup de domaines, mais c'est également vrai dans la mobilité, de profonds changements. On vit dans un environnement très contraint, notamment financièrement, l'énergie qui est notre sujet principal. Un des points clés de la discussion qui a eu lieu a tourné autour des nouveaux services. Qu'est-ce qui fait que la mobilité est en train d'être transformée? Et on est à la convergence aujourd'hui de ces transformations énergétiques dont on parle et de la transformation du monde tel qu'on la connaît grâce au digital, à Internet, aux médias sociaux, au cloud, à l'analytics, au big data. Je vous envoie tous les buzzwords de la technologie et des nouvelles technologies d'aujourd'hui, mais qui ont un impact fondamental sur ces changements. Et cette convergence est la clé de ces nouveaux services qui vont eux-mêmes amener des nouveaux entrants et des nouveaux modèles économiques. On y reviendra. Donc, ce que Paul mentionnait, ce qui a été discuté hier, il y a un changement profond de comportement qui est en marche, qui va être beaucoup poussé par les jeunes générations qui nous suivent, dont beaucoup à 20-25 ans aujourd'hui en ville, c'est assez commun de ne pas avoir son permis de conduire, ce qui est, je pense, un changement assez fort aussi notable. On a eu plusieurs réflexions autour de ces nouveaux services. Comment casser cet individualisme qu'on voit, l'utilisation de la voiture? Comment redévelopper
Optimiser sur ces déplacements, donc la question du télétravail s'est posée, la question de la réutilisation des hubs de services. On parle beaucoup des gares, les gares connectées, les gares comme pôles multimodaux, mais aussi comme centre de services autres. Pourquoi ne pas optimiser ces déplacements en faisant sur son déplacement pendulaire domicile-travail aussi, avoir accès à un autre nombre de services qui va limiter les déplacements par ailleurs. Sur la question du véhicule électrique, on parle beaucoup de la technologie, les véhicules sont prêts aujourd'hui. Un grand constructeur français, Renault pour ne pas le nommer, vient de lancer sa Zoé. On voit bien que les freins d'adoption sont à la fois psychologiques sur la question du rechargement, donc il y a dans les projets un sujet d'équipement des bornes de recharge qui est important, mais on voit aussi que le coût d'ownership, de possession de ce véhicule va impliquer aussi des changements de mentalité. On va aller beaucoup plus vers du partage, de la location, dans un mode plutôt que de la possession d'usage, de paiement à l'usage de ces services. Et toute cette convergence est en train de se faire aujourd'hui et elle demande à être un peu suivie, organisée, animée. Et c'est un peu l'idée de certains projets qu'on détaillera ensuite. Le deuxième grand point de discussion qui est très lié à ce sujet, c'est la collaboration publique-privée. Dans un environnement, comme on le disait, très contraint financièrement, il est évident que les liens vont se renforcer, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur les coûts d'exploitation de ces services dans des modèles qui existent aujourd'hui dans le transport, mais qui vont continuer d'évoluer pour permettre d'être attractifs pour le secteur privé aussi. C'est un élément clé pour arriver à financer ces grands changements d'infrastructure et d'usage. Le troisième point, la gouvernance, on l'a entendu dans à peu près, je pense, tous les autres ateliers de travail, qui est fondamental. La région Nord-Pas-de-Calais s'est dotée d'un organisme qui s'appelle le SMIRT, qui est un syndicat mixte des transports, qui est un regroupement, pour être schématique, des différentes autorités organisatrices des transports, régionales, des collectivités, des départements. Donc c'est vraiment une bonne première direction. C'est assez unique en France. Les lois SRU sur les syndicats mixtes est relativement récente, 2011, et on voit la région Nord-Pas-de-Calais plutôt en pointe à ce sujet-là. On pense qu'il faut aller plus loin aussi dans la gouvernance de ces sujets avec une agence de la mobilité dont on reviendra, qui sera vraiment un observatoire et d'animation et de direction de ces sujets-là dont on reviendra ensuite. Et le dernier point, qui est aussi bien sûr lié à tous ces sujets, sont les leviers incitatifs pour ces changements de comportement, qui sont de plusieurs ordres, des coûts incitatifs, qui sont plutôt des contraintes, des changements organisationnels et tous les changements technologiques qu'on est en train de vivre. On va détailler un petit peu les projets. Merci Emmanuel. Alors, nous avons identifié une douzaine d'actions en précisant si elles sont de court terme, moyen terme ou long terme, en termes d'impact. Alors tout d'abord, il est clair que pour nous, ce groupe de travail ne doit pas se terminer, ou ce travail ne doit pas se terminer fin octobre à l'issue de la présentation du master plan. Il faudra absolument un suivi avec des indicateurs, il faut que ce soit mesurable et qu'il y ait vraiment un groupe de suivi de la mise en œuvre de ces actions et des objectifs atteints ou pas. Après l'enthousiasme des échanges entre les uns et les autres, comme dans tout projet, il faut continuer à alimenter cet enthousiasme et mesurer et répliquer s'il y a une dérive par rapport aux objectifs. Donc ça, c'est le premier point, le pilotage de ce master plan de mobilité. Deuxième action identifiée, c'est tout à fait hétérogène, mais à très court terme, un déploiement de bus alimentés par gaz naturel véhicule, non seulement bus et autocars, sur le territoire. Ce qui se fait ailleurs, donc c'est tout à fait faisable rapidement. Je repasse la parole à Emmanuel pour être plus dynamique. Alors sur les sujets de transport de marchandises, les questions du fret se posent également, qui sont un facteur d'engorgement, de pollution, de congestion. L'organisation de la chaîne logistique du dernier kilomètre est un
une question clé sur le fret, notamment dans les centres-villes. Il y a eu des expérimentations, notamment dans la ville d'Amsterdam, assez intéressantes à suivre là-dessus. La région dispose de plateformes qui existent, qui pourraient être réutilisées dans ces directions. On est dans un bon exemple là, de discussions qui doivent être jointes entre la force publique et les entreprises privées. L'agence de la mobilité, on en disait un mot tout à l'heure, il semble important de garder, comme le disait Paul, une dynamique et un outil de navigation dans ces mois et années qui viennent pour mesurer. You get what you measure, aiment bien dire les Américains, je pense que c'est très vrai. On ne suit que ce qu'on mesure, on ne peut évaluer que ce qu'on mesure. De mesurer, mais aussi d'être force de proposition, d'études, d'observatoire des impacts des différentes actions et de leur impact sur les objectifs qui ont été donnés en introduction. Donc ça passe par des expérimentations, ça passe par des appels à projets et c'est pour travailler bien sûr en cohérence avec des organismes tels que le SMIRT dont on a également parlé aujourd'hui. Alors, autre projet, nous on a parlé tout à l'heure de besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est valable également pour tout ce qui est innovation en matière de mobilité. Il y a un besoin donc de forums d'échange où on mettrait vraiment l'usager, le client au cœur de la démarche, au cœur des innovations, tout en s'assurant de l'interopérabilité. À quoi sert d'avoir une expérimentation locale si elle n'est pas interopérable avec d'autres expérimentations en cours ou à venir? Et de façon aussi, alors pourquoi l'avons-nous appelé viatique? Viatique, c'est la définition originale, c'est provision pour le voyage. Donc nous considérons que nous devrons nous appliquer, nous devrons utiliser beaucoup de technologies de l'information et de la communication justement pour développer cette intermodalité ou cette multimodalité. Donc cette plateforme IATIC serait complètement tournée vers l'innovation et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment auprès des collectivités, mais pas seulement, pour par exemple expérimenter des nouveaux services proposés par des entreprises. Alors si on continue dans des actions, il y a bien sûr tout ce qui est non-mobilité. Quand peut-on s'abstenir de se déplacer pour passer de la mobilité subie pour aller au travail et en revenir à la mobilité choisie et faire ce qui est possible d'être fait par télétravail, pas simplement à domicile, mais en créant par exemple des centres de télétravail. Donc ça fait partie des pistes à creuser et il y a déjà des expérimentations en cours. Services aux passagers dans les centres multimodaux, pas simplement les gares, des gares multimodales, pas simplement les gares ferroviaires. On peut imaginer beaucoup de centres multimodaux, des parkings relais, etc. Alors pour revenir sur les sujets de fret et de marchandises, une idée qui a émergé, qui est en cours de réflexion avant pilote, qui est une idée interrégionale, donc qui fonctionne sur tout le bassin incluant la Wallonie, la Flandre, qui est une bourse multimodale de la consolidation des échanges de flux de marchandises. On en revient à cette idée d'optimiser les moyens, que ce soit des plateformes logistiques, ici que ce soit des capacités de transporteurs de marchandises, à mettre en commun leur capacité pour agir pour le compte d'autres et ne plus avoir des systèmes très verticalisés comme beaucoup d'entreprises privées fonctionnent aujourd'hui, à savoir avoir intégré sa propre chaîne logistique et donc de facto, plus il y a d'acteurs économiques dans la région, plus on multiplie les déplacements de marchandises voilà, donc on est sur de la même manière qu'on a de la collaborative consumption, du partage qui se fait de plus en plus entre les particuliers sur ses propres, quand on loue par exemple sa propre voiture à un tiers, on devient loueur de voitures personnelles. La même chose sur les bourses de fret. Pour revenir également sur les véhicules électriques, la région s'est déjà engagée sur un effort de déploiement des bornes de recharge. Encore une fois, je reviens pas là-dessus, c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter longtemps, mais c'est un effort nécessaire mais non suffisant sur le véhicule électrique qui va
vraiment arriver aussi avec les nouveaux services. Il vous reste 1 minute 30. C'est parfait. Bon. Merci. Donc, parlons un petit peu de fret ferroviaire. Une des difficultés avec le fret ferroviaire, c'est que les trains de fret ne sont pas au niveau technique et technologique des trains de voyageurs. Et le train de voyageurs ou le voyageur a la priorité sur le réseau ferré français, tout simplement parce que le train de fret n'a pas les mêmes performances en termes de freinage et d'accélération. Donc, il est essentiel de mettre à niveau le matériel existant. Je rappelle que la durée de vie moyenne d'un wagon de fret, c'est 50 ans. Si on attend 50 ans, donc la mise en place de nouveaux wagons de fret, on n'aura pas beaucoup de progrès d'ici là. Donc, à nous de travailler sur la mise à niveau technologique, et c'est tout à fait faisable, mise à niveau technologique de ces trains de fret, aussi bien les wagons que la locomotive, notamment pour augmenter aussi la durée de vie du réseau ferré. Puisque les trains de fret actuels, comme ils sont anciens, détériorent beaucoup plus le réseau ferré que les trains de voyageurs. On peut imaginer aussi faire la même chose, faire du rétrofit du parc automobile existant pour certaines applications de technologie de l'information et de la communication. Pour vous donner une idée, la pénétration attendue des véhicules électriques en termes de vente, c'est 10% en France des ventes en 2020. Donc 10% des ventes en 2020, ça veut dire quelques pourcents du parc automobile français. Et je voudrais terminer avec l'introduction de coûts incitatifs pour favoriser le changement. Quand je dis coûts incitatifs, ça veut dire la carotte et le bâton, un peu de péage et puis un peu d'incitation avec des primes éventuelles selon le type d'utilisation. Par exemple, des péages moins chers pour les trains de fret qui détérioreraient moins la voie. Voilà, donc en conclusion, simplement, vaste sujet. D'accord, mais écoutez. Non, simplement pour renforcer ce message que c'est un sujet vivant, complexe, comme tous les autres, mais qui va demander du suivi. Et donc on remercie cette équipe de mobilité qui travaille sur ce sujet. Merci à vous. Merci. Mon rôle n'est pas facile, faire respecter les familles. Merci beaucoup. Jérémy. First of all, Tout d'abord, pas de problème du tout par rapport à la question de l'autopartage et du ferroviaire. Je crois que de toute façon, plus le système sera intelligent, eh bien, plus il sera facile de s'assurer d'une appropriation, parce que ce qui intéresse les jeunes, c'est la rapidité, c'est les bornes de recharge, les terminaux, les cartes intelligentes, etc., etc. J'aimerais vous parler de l'aspect logistique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je sais que du point de vue des logistiques, vous êtes un des centres les plus avancés en Europe. Je ne sais pas quelle est la part du PIB que cela représente, mais vous nous avez parlé de relations homogènes avec la Wallonie et avec la Flandre, peut-être. C'est avec quelle région? Avec la Belgique. Et il y a un représentant de la Wallonie ici dans la salle, qu'il doit se trouver quelque part ici dans la salle, au milieu plus ou moins. Et l'opportunité ici de créer un Internet de la logistique est d'une importance capitale. Même si les grandes révolutions industrielles combinent la communication et la technologie, il est important de développer de nouvelles matrices qui vont s'appliquer au transport. Ce que nous avons ici, c'est une opportunité à saisir. Grâce à cet Internet de l'énergie, nous pourrons étoffer, renforcer ces centres logistiques. Et vous occupez une place stratégique au niveau européen. C'est une véritable mine d'or à votre disposition avec cet Internet de la logistique. Et donc, il est important de se doter de bonnes réglementations, de bons standards et de bonnes normes. Grâce à cela, eh bien, vos entrepôts et vos centres de distribution, non pas uniquement ici, mais partout, eh bien, vous pourrez alors faire en sorte que ces entrepôts et ces centres de distribution, qu'ils soient externalisés ou qu'ils appartiennent à de grandes entreprises, peu importe, mais vous pourrez faire en sorte qu'ils participent à un réseau, un grand réseau coopératif, plutôt que d'avoir quelques centres de distribution plic-ploc. Vous aurez beaucoup de ces centres de distribution et de ces entrepôts, et ça vous permettra ainsi d'établir des relations de coopération.
C'est important, surtout étant donné votre positionnement logistique ici. Cela vous permettra d'avoir un réseau où finalement il y aura une standardisation au niveau des radiofréquences. Vous savez où se trouve quoi. Vous aurez des conteneurs qui seront standardisés également. C'est un plus parce que vous pourrez ainsi travailler avec les distributeurs parce qu'il y va de leur intérêt de travailler dans un réseau plus large. Ça va se solder par un plus en matière de productivité. Ce sera capital en Europe. Et plutôt que de parler de 4 ou 5 centres quelque part en Europe, on parlera de 500 centres de distribution. Imaginez-vous ce que cela pourrait donner et puis utiliser les big data également au quotidien pour savoir où se trouve votre trafic, quelle est la situation dans vos entrepôts, ce que vous avez livré. Et avec l'impression 3D qui arrive, je suis sûr que vous pourrez vendre ces logiciels à ces centres de distribution. Et ces centres pourront ainsi travailler dans un partenariat collaboratif. La capacité de l'Europe à créer une infrastructure de logistique va se solder par une productivité qui va crever les plafonds. Vous verrez, et ce sera intéressant de creuser cette question des relations avec les Belges. Je crois que si ça peut se faire ici au niveau de cette région, ce serait une initiative phare pour les années à venir. C'est très, très intéressant. Oui, de toute façon, nous sommes ravis. Nous sommes ravis de constater que c'est une idée qui progresse bien. Je te préciser 2 choses. La première, c'est que notre région est déjà très engagée dans la logistique et que je parle devant le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Artois. Nous avons même créé, la Chambre a créé, un campus de logistique, de formation et de formation à haut niveau sur la logistique. Donc on est là-dessus, je crois, assez bien positionné. La deuxième chose, c'est très bien d'avoir la Belgique à côté, mais on a un avantage supplémentaire que l'on a un peu tendance à ignorer, que nous sommes les seuls à avoir en Europe et au monde, qui est le tunnel sous la Manche. Et que non seulement nous avons une proximité avec la Belgique, c'est évident, avec les Pays-Bas aussi, avec l'Allemagne dans une moindre mesure, mais nous avons une proximité unique, et ce qui, en termes de logistique, représente un potentiel de développement considérable avec la Grande-Bretagne. Et ça, personne ne l'a à notre place. Et c'est un des atouts, en termes de logistique, que nous devons développer, que nous développerons d'ailleurs, puisqu'il y a des projets logistiques, notamment avec le groupe Eurotunnel, qui peuvent faire de la région Nord-Pas-de-Calais un véritable centre logistique européen, je dirais même le centre logistique du Nord-Ouest européen. Voilà, je voulais juste ajouter cette précision, mais parce qu'on oublie le tunnel sous la Manche quelquefois, il faut quand même savoir ce que ça représente. Notre façade maritime, Dunkerque, Calais, le tunnel sous la Manche, en trafic portuaire, c'est le premier ensemble maritime de France, devant Marseille, devant Le Havre. Donc ça aussi, il faut peut-être qu'on le mette quelquefois en avant, qu'on en soit capable. Voilà, c'est tout. Je voudrais juste ajouter cela, M. Terrien. Mais vous allez m'approuver, j'espère. Ne me contredisez pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut ajouter une dimension comodalité. La dimension comodalité fret, qui est de ne pas faire tout en camion du point A au point B, qui est d'utiliser plusieurs modes de transport, demande à ce que toute cette chaîne logistique soit qualifiée en termes de qualité et de fiabilité. Et ça, il y a des projets en cours justement pour qualifier les différents opérateurs d'une même chaîne comodale. Je ne vais pas allonger le débat, on l'aura dans un autre cadre. Mais les camions, ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'au terminal du tunnel sous la Manche. On peut parfaitement avoir des centres logistiques qui soient beaucoup plus à l'intérieur des terres. C'est toujours ça d'économiser en circulation de poids lourds. Bon, voilà. Let me add one more thing. Encore une petite chose. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement d'améliorer la productivité de cette région. Nous savons la place que vous occupez en matière de logistique, mais vous voulez être un véritable agrégateur de ce réseau coopératif européen. Je sais qu'il y a encore des entrepôts et des centres de distribution privés, mais il y a un véritable avantage à être dans un réseau collaboratif qui va fonctionner en temps réel. Cela sera possible grâce à l'exploitation des big data. Cela vous permettra véritablement de fonctionner comme un réseau intermodal de logistique en Europe. Et cela vous permettra également de capitaliser sur vos points forts, parce que c'est un point fort. C'est un de vos points forts. Cette idée vient d'émerger au cours de ces 12 derniers mois au Canada.
ça commence à bouger et on en parle uniquement au niveau du monde universitaire. Mais ça va bouger et il faut que l'on bouge nous aussi très très rapidement ici. Interventions sur un sujet très riche. Monsieur Didier Cousin, toujours, avec deux casquettes, si vous le permettez, deux remarques. D'abord, celle du gazier. Vous avez cité tout à l'heure dans les pistes l'expérimentation possible de gaz naturel carburant. Il faut savoir que ça existe déjà, puisque sur la région, et notamment sur l'île métropole, il y a 450 bus qui roulent au gaz naturel, avec maintenant un peu de biométhane dedans. Et dans le monde, c'est 13 millions de véhicules au gaz, qui demain pourra probablement être du biométhane, qui roulent. Et c'est une énergie, enfin c'est une motorisation qui est existante. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à inventer autour de ça. Donc c'est simplement pour le rappeler. Je me permets tout de suite ma deuxième remarque en tant que société civile, puisque je fais partie du Césaire et également du Conseil de développement de la Porte du Hainaut. On a eu l'occasion avec une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre de rassembler 80 lycéens chez Alstom il y a très peu de temps, et on les a fait un peu gamberger autour d'une séance de créativité justement sur tout ce qui touche à la mobilité. Je dis ça parce que je pense qu'à un moment donné, sur ces questions de centres logistiques, d'économie de la mobilité, il va falloir associer la société civile et surtout les jeunes. Quand ils nous disent que il y a des périodes d'attente qui sont très très longues pour prendre les transports en commun, ils savent pas où se trouve le bus, ou ils savent pas où se trouve le train, et ils nous donnent des pistes de réflexion sur un système de logiciel, un système justement qui pourrait être mis sur les sites internet pour essayer de voir où en sont les wagons ou les cars. Je pense qu'il y a des idées qu'il faut retenir et pour ça il faut partager sociétalement. Merci. Pour réagir, pour répondre à votre première question, nous sommes tout à fait bien sûr au courant du fait de l'utilisation massive de gaz naturel véhicule. La seule question qui a été relevée, c'est le coût des stations de compression de gaz qu'il faudrait mutualiser entre les différents AOT pour réduire les investissements. C'est tout. Donc, de façon à déployer plus massivement ce carburant sur les autocars et bus des autres collectivités. Oui, c'est vraiment la question de la station, parce que l'infrastructure en elle-même, elle existe, Absolument. puisque c'est le réseau. Absolument. Et puis le deuxième point, nous sommes tout à fait d'accord, mais là c'est une question aussi de disponibilité des informations en temps réel qui ne se fait pas encore spontanément partout. Des informations en temps réel de disponibilité de transport. Jean-François Caron. Oui, sans être du tout un expert de mobilité, j'attire quand même un peu votre attention sur le risque de contradiction qu'il peut y avoir entre la volonté d'un raisonnement d'économie circulaire et un raisonnement logistique en se situant dans des chaînes de mobilité de niveau mondial. Évidemment, il y aura toujours une mobilité de niveau mondial, mais j'insiste parce que le retour des circuits courts se heurte souvent à des questions de logistique adaptée. On a des dispositifs qui vont fonctionner à grande échelle, par exemple dans un domaine que je connais un peu mieux, qui est l'agriculture biologique. L'ensemble des circuits de distribution et de logistique de l'agriculture bio en circuit court n'est pas en place, et c'est un des obstacles à la mutation d'une partie des agriculteurs, parce qu'un élément de la chaîne fait qu'il y a des clients qui attendent du bio et qui n'en trouvent pas, et il y a des producteurs qui ont du bio et qui n'arrivent pas à trouver leurs clients. Bon, donc je mettais ce petit, enfin non pas bémol, mais cette attention sur le fait que la logistique, c'est pas que les grands flux qui nous viennent de Shanghai ou d'ailleurs, mais qu'il y a des mécanismes internes dans tout ce dont nous discutons, qui avec la logique de l'économie circulaire hyper présente dans tous nos travaux, sur lequel il faut aussi avoir une pensée. C'est pas parce que c'est à petite échelle que c'est pas important. Evelyne Hercher, donc représentante Force ouvrière au Césaire. Donc, quand Transpol est en grève, on se rend compte à quel point, en métropole, nous sommes gâtés au niveau des transports collectifs. D'autres territoires sont également relativement bien pourvus. Par contre, nous avons encore certains déserts dans ce domaine en Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte qu'existe
au moins la possibilité d'avoir un choix pour tous entre la voiture et les transports en commun en Nord-Pas-de-Calais. Et puis bien utiliser donc l'énergie correcte. Donc ce serait déjà un point vers une mobilité facilitée pour tous et aussi donc une économie d'énergie. Effectivement, la question du transport public dans les zones rurales ou en dehors, on va dire, des grands réseaux urbains est un vrai sujet. Entre le coût que ça représente et puis le service public que ça doit apporter. Et là, c'est vrai que peut-être que la différence ou la frontière qu'il y avait entre le véhicule individuel et le transport public est en train un peu de s'effacer. Peut-être que de plus en plus, avec le covoiturage ou des systèmes organisés qui peuvent être régis par la force publique, mais avec des moyens qui viennent plus des particuliers ou du transport à la demande, qu'on voit beaucoup se développer en région ou dans les départements, vont être, on va dire, la capillarité qui manque aujourd'hui au réseau de bus, de TER ou de métro et de tramway qu'on voit dans nos villes. Et la libération, on va dire, de toutes ces données informatiques qu'on a dans les applications aide beaucoup à la stimulation de ce genre de nouveaux services. Et il y a très certainement une piste qui vient de là, mais sur lequel les autorités de transport, d'ailleurs, réfléchissent aujourd'hui, et notamment en Nord-Pas-de-Calais, sur comment couvrir avec les bons moyens, on va dire, ces zones un peu plus désertées des transports publics. Let me follow up. J'aimerais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire lorsque vous nous parliez des problèmes rencontrés par les agriculteurs, notamment en matière de logistique. L'une des questions principales est de savoir qui contrôle le réseau de logistique. Celui qui le contrôle le flux de trafic. Avec Internet, les choses étaient autorégulées. Et ce qui était important, c'était la neutralité du réseau. À savoir qu'aucun prestataire de service ou aucune société de télécom ne peut décider de sa propre initiative de comment gérer son trafic. Il est important d'avoir un principe égalitaire. L'information va être diffusée au même rythme pour tout le monde. Et puis, on ne peut pas vous nier, vous refuser cet accès universel. Cela ne peut pas vous être nié par n'importe quel provider ou prestataire de service. Et on ne peut pas non plus mettre devant vous quelqu'un dans la queue. C'est la manière dont Internet fonctionne. En Europe, je sais que l'on veut tourner le dos à ce principe de la neutralité en disant « Eh bien voilà, si vous êtes prêt à mettre la main au portefeuille, on vous fera passer plus vite dans la file d'attente. » Et donc, quand vous allez développer de nouveaux référentiels ici en Europe, il sera important de garder ce principe de neutralité, que n'importe qui pourra utiliser le réseau à n'importe quel moment, à n'importe quelle vitesse. Et alors, tout le monde sera sur un pied d'égalité, que vous soyez une petite et moyenne entreprise ou que vous soyez une grande surface, par exemple. C'est capital. Il est important de maintenir cette neutralité du réseau au niveau des transports et de la logistique pour que tout le monde puisse utiliser le système de manière égalitaire. Ça ne va pas être facile, mais il faudrait que cela se fasse. Et puis, n'oublions pas que les transporteurs privés vont venir si vous avez des centres de distribution et si vous avez des entrepôts. Vous avez besoin de ces centres qui soient accessibles. Il est important que tout le monde puisse être impliqué dans le réseau et ça va attirer les privés. Vous aurez des entrepôts privés, vous aurez des centres de distribution privés, vous aurez d'autres centres qui fonctionnent d'une autre manière. Et il sera important de garder de toute façon ces composantes. Il ne faudra pas de toute façon laisser quelqu'un de côté. Oui, je voudrais... Édouard Magnaval, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Artois. Merci. Tu ne l'as pas fait, je le fais à ta place. Merci de le rappeler. Je voudrais simplement préciser les propos justement du président Nassau tout à l'heure. La Chambre de commerce et d'industrie d'Artois anime un pôle d'excellence, le pôle d'excellence logistique, qui a vocation de faire de notre région
une région leader en matière, je dirais, de logistique, de par son positionnement géographique, mais également par rapport à sa technicité et technologie développée. Ça a été rappelé, le campus logistique, véritable centre de formation innovant à la logistique, mais aussi une vocation à relier, mettre en réseau l'ensemble, je dirais, de la profession logistique du Nord-Pas-de-Calais, par une mise en réseau, par un portail qui est géré, sur lequel l'ensemble des opérateurs logistiques viennent se connecter, ce véritable grand réseau de la logistique sur le plan régional, qui peut à ce niveau-là, être versé dans les travaux du groupe de travail de la mobilité, sans problème. Un certain nombre de problématiques de mise en réseau, de réseaux intelligents sont déjà évoqués au sein même de ce pôle d'excellence Aura Logistique.